Vous êtes à l'écoute de Radio Rennes et Radio Évasion. C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel, une émission enregistrée aujourd'hui en public. Préparée et animée par Ronan Manuel et Félix Legrand. Ronan, Félix, c'est à vous de causer dans le poste. Et oui, bonjour. Pour la deuxième journée, c'est Pluriel, le magazine historique de Radio Rennes qui fête donc depuis le début de l'année les 40 ans de Radio Rennes et le 40e anniversaire des radios libres, avec toute une série d'émissions que nous réalisons ici à l'hôtel-restaurant Le Victoria, avenue Janvier à Rennes, où nous accueille l'équipe de Gérard Jubot et Jean-Phi qui est là cet après-midi. Et puis cette semaine, nous causons de 40 ans, parfois plus, parfois moins, de justice et de police, avec deux personnalités, un grand flic et un ténor du barreau, comme on dit dans les bons films français. Maître Philippe Billot, Monsieur Jean-Paul Le Tensoraire sont avec nous depuis hier, et puis également Félix Legrand, qui a bien connu l'un et l'autre, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs bien défendu, bien arrêté, Félix. Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous avons fait connaissance pour l'un autour d'une table ronde et pour l'autre autour d'une table carrée. Donc, on a beaucoup échangé et c'est vrai qu'on s'est lié d'amitié avec ces deux personnages, ces deux figures bretonnes qui ont marqué l'histoire de Rennes, puisque c'est vrai que Maître Billot comme Jean-Paul Le Tensoraire, eh bien, on les connaît, on les a vus derrière le petit écran, on les a vus sur la presse locale, on les a beaucoup entendus à la radio, et ce sont des gens, Philippe Billot l'a dit hier, Maître Billot nous l'a dit hier, vraiment remplis d'humilité et de talent, et moi je crois que l'un va pas sans l'autre, parce que ce sont des gens qui connaissent la vie de plein de monde en Bretagne et à Rennes, qui sont d'une discrétion absolue et qui ont beaucoup d'humour et qui savent se mettre en arrière, si je puis dire, qui n'aiment pas être devant les projecteurs. Et moi, ce sont des gens, encore une fois, que je respecte parce qu'ils ont beaucoup de talent. Si vous le voulez bien, Ronan, je voudrais me tourner vers Maître Billot. Maître Billot, il y a une affaire qui a marqué la vie politique de Rennes, la vie nationale, c'est l'histoire du sang contaminé avec l'ancien maire Edmond Hervé. Rappelez-vous de cette phrase qui a fait le tour des médias français, responsable mais pas coupable. Et vous avez participé un petit peu à cette grande histoire, Maître Billot. Oui, effectivement, je suis encore le conseil de l'établissement français du sang, qui n'avait pas ce nom aussi noble, qui était le centre de transfusion d'Ille-et-Vilaine, dirigé par un homme exceptionnel aujourd'hui disparu, le professeur Gentet. Et tout le problème se posait quant à la fin ou l'arrestation, nous le disions le mot, nous étions presque policiers, de ce virus qui contaminait ce sang. Et deux écoles ont fait leur classe. L'école qui était pour le réchauffement, c'est-à-dire on chauffait le sang, ou l'autre école qui était les cryots précipités par le froid. Ces deux écoles se sont combattues et sur Rennes, la majorité était le froid. On congelait, on arrêtait, on stoppait le virus par le froid. Malheureusement, nous savons ce qu'il en est devenu. Et à travers la générosité du gouvernant, ou des gouvernants, on a permis aux prisonniers détenus à la maison d'arrêt de Rennes ou ailleurs de pouvoir se racheter en donnant le sang, ou leur sang. C'était une grave erreur car nous n'avions pas de possibilité de détecter. Bien entendu, les détenus se disaient « je vais gagner quoi ? Au moins un sandwich et peut-être 2 ou 3 jours de remise de peine ». Et à travers cette bagarre, cette bataille, parce qu'on doit parler de bataille, la mairie a été, bien entendu, inquiétée puisque les fonctions d'un maire obligent ce dernier à surveiller les institutions médicales, l'hôpital, les cliniques. Et on a reproché à ce maire d'avoir été trop généreux, lui-même disant « mais c'est l'esprit de Badinter, célèbre avocat
qui était pour le rachat, ce que disent les chrétiens, la rédemption. Et au nom de ce rachat, de cette rédemption, on a contaminé et on a entraîné la mort. Alors vous pensez bien que lorsque Georgina Dufoy, cette ancienne ministre, in petto, a dit « il vaut mieux être coupable et pas responsable ou responsable pas coupable », les lions se sont jetés sur les proies faciles, car on ne connaissait pas beaucoup sur ce virus. Et bien entendu, le maire de Rennes était à l'époque secrétaire d'État de la Santé. Et c'est ce qui lui a valu nombre de problèmes, de soucis, car pour lui, un homme intègre comme Edmond Hervé, il ne supportait pas. Et c'est la raison pour laquelle les magistrats, pris entre le droit et l'action sanitaire, pris entre ces deux mots, ont retenu la responsabilité de monsieur le maire tout en ne prononçant pas de peine. Alors il y a eu beaucoup de défense, car les Rennais, attachés à leur maire, savaient pertinemment que ce dernier n'a pas fait ça pour de l'avancement, pour de l'argent, parce qu'il pensait que, c'est vrai, le froid, le cryo précipité pouvait permettre de tuer le virus. C'est une petite erreur, mais il n'est pas le seul à avoir commis cette erreur. Et c'est à cette occasion qu'étant avocat jeune, maintenant je ne le suis plus, mais qu'étant avocat d'établissement sanguin, du centre de transfusion, j'ai été amené à donner mon concours et surtout à faire des recherches pour bien démontrer qu'en matière criminelle ou en matière de cours de sûreté de l'État, l'intention est un élément important. Oui, Mais Bio, votre père était médecin sur l'île aux Moines, et cette histoire de sang, vous aviez entendu votre père dire qu'il chauffait le sang, alors que là, il y avait une guerre sur deux manières de travailler, quoi. C'est exact. Alors mon père était infectiologue, il avait un service à l'hôpital de Vannes, et il avait connu la variole, car lui-même avait attrapé une variole et il s'en est sorti. C'est la raison pour laquelle il a toujours été très proche. C'est un ancien de l'Institut Pasteur. Vous comprenez, donc beaucoup plus dur, rigide. Oui, pardon. Non, allez-y. Et c'est très important, cette variole qui est venue d'une façon tout à fait... On connaît l'origine. C'est un jour un marin qui revient de Chine avec des cadeaux pour ses enfants. Il avait acheté un pyjama, notamment, pour l'un de ses enfants, et malheureusement, la maman de cet enfant n'a pas lavé. Vous savez, c'est très important de relaver. Et c'est là on a pu trouver le virus de la variole. Vous vous rendez compte? Et alors, juste, je rajoute pour être précis, ce garçon a présenté des tas de pustules, mais on l'a mis dans un service qui n'était pas un service protégé, d'où la mort des médecins. Pardon d'avoir été un peu long. Non, Maître Biot, vous avez évoqué à l'instant la Cour de sûreté de l'État, on évoquait la difficulté, la délicatesse de certaines affaires comme ça. J'imagine que quand on traite du grand banditisme, Jean-Paul Le Tenserer, c'est plus délicat aussi quand on s'attaque à des ennemis éminemment politiques, et vous en avez côtoyé, enfin guerroyé plutôt, des Galles, par exemple, de sinistre mémoire, et puis autour de l'IRA également. Est-ce que c'est une appréhension très différente qu'une appréhension parfois un peu politique? Pas vraiment. Personnellement, je dirais que tout au long de ma carrière, moi, je n'ai jamais ressenti de pression politique, quels que soient les dossiers. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'ETA, en fonction de la politique, je dirais, de nos dirigeants, l'objectif peut changer. Moi, ma carrière, je dirais, j'ai eu une sorte de sparadrap de capitaine ad hoc avec l'ETA, puisque jeune commissaire à la PJ de Bordeaux, j'ai été amené à travailler sur l'ETA, et notamment à l'époque, puisque finalement
la politique, nos politiques étaient assez accueillants vis-à-vis des gens de l'ETA qui étaient en fait, qui venaient se réfugier en France et qui continuaient à commettre des attentats en Espagne. Ce qui fait que les Espagnols les services de sécurité espagnols ont monté ces fameux GAL, en fait, sont appelés les galeux, en termes policiers, et qui étaient recrutés parmi des voyous, sorte donc de mercenaires, et qui descendaient donc des gens de l'ETA qui étaient qui résidaient en France. Et j'ai participé effectivement à l'interpellation de du premier commando du GAL, qui c'était donc des voyous bordelais qui étaient en relation avec les frères Perret. Alors les frères Perret, ça remonte aux affaires Zemmour. Les frères Perret avaient été virés du pavé parisien par le clan Zemmour. Précisons que ça n'a rien à voir avec une actualité politique aujourd'hui. On comprend pas. Non. Et comment dirais-je, j'étais réfugié en Espagne. Et de là, donc, ils se chargeaient du recrutement de voyous qui exécutaient froidement des gens de l'ETA. Et donc on était remonté sur, donc un membre de ce commando, et puis à partir de là, donc à redresser un peu l'équipe. Et comment dirais-je, donc le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur suivait cette affaire de très près. Nous avait demandé, nous avait donné pour consigne surtout d'aller le plus loin possible, mais d'intervenir bien sûr avant que des gens ne soient tués. Et alors donc on a continué à travailler sur cette équipe, et un jour on a intercepté un courrier, puisqu'on savait que au niveau des téléphoniques, ces gars-là étaient en relation avec les frères Perret qui donnaient des instructions. On a récupéré un courrier où il y avait la photo d'un couple, donc homme et femme, qui devaient être abattus. Donc, à partir du moment où il y a ce courrier entre les mains, bien évidemment, on a interpellé les membres de ce commando qui ont été écroués. Et puis, j'irai donc lors de mon deuxième séjour bordelais, en tant que directeur. Alors là, c'était devenu, je dirais, les gens de l'ETA qui étaient les terroristes, puisque eux continuaient, je dirais, leur activité, alors que l'Espagne connaît quand même un régime aussi démocratique que le nôtre. Et donc, j'ai eu à travailler effectivement sur ces fameux terroristes de l'ETA, et notamment une affaire où deux gardes civils espagnols qui travaillaient d'ailleurs en collaboration avec nous ont été tués à Cap-Breton. Ça devait être en 2008 de mémoire. Et les personnes qui avaient abattu ces deux froidement là, dans leur voiture, ces deux gardes civils, on les a pistés pendant plusieurs jours, et on a réussi à interpeller deux membres du commando en Lozère. Et puis en 2010, mais moi j'avais quitté Bordeaux, le tueur, qui était interpellé à Bayonne. Voilà pour ces affaires. Et puis alors l'IRA, effectivement, que vous évoquiez, c'est une affaire, effectivement, à l'époque où j'étais jeune commissaire à Brest, où un bateau, donc un petit cargo, avait été intercepté avec plus de 1000 tonnes d'armes de munitions, des SAM-7, des lance-roquettes, il y avait de tout, 1000 Kalachnikov. Oui. Et effectivement, on a réussi à remonter là-dessus sur des convois précédents d'armes qui avaient été livrées donc, pour l'IRA. Là, le projet, c'était d'attaquer une prison donc, où étaient incarcérés des militants de l'IRA, d'abattre des hélicoptères, de tirer sur les miradors. Enfin, il y a tout un plan. Et voilà, oui, il y avait eu des plans assez terrifiants de l'IRA qui n'ont pas été menés à bien, entre guillemets, à bien évidemment. Vous étiez donc dans, je ne veux pas vous vieillir, mais vous étiez en quelque sorte dans les brigades du Tigre, quoi. Non, mais c'est une manière pour moi de présenter le disque suivant. Jean-Paul mais surtout pour parler. Brigade du Tigre, mais je ne renie pas cette appellation. Et qui plus est, je suis donc le directeur qui est passé le plus de temps à la tête de la PJ de Rennes, depuis la création des brigades mobiles en 1911 à Rennes. Alors, donc ce sont bien les brigades du Tigre de Clémenceau. Voilà. Et puis je crois que celui qui les chante, c'est quelqu'un qu'on aime bien aussi, parce qu'on aime bien une chanson un peu à l'ancienne, et moi j'aime bien le personnage qui chante aussi ça, c'est Philippe Clay.
incognito. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Ni grands ni gros, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Philippe Clay, la BO, la bande originale de cette série magnifique, avec le commissaire Valentin, les Brigades du Tigre. Félix Legrand est avec votre serviteur dans Pluriel pour vous présenter cette émission. Une quarantaine d'années de police, de justice dans le pays de Rennes avec nos invités, Maître Philippe Billot et Jean-Paul Le Tancerer. Oui, on rappelle que Jean-Paul Le Tancerer est l'ancien directeur interrégional de la police judiciaire et que Maître Philippe Billot, lui, est avocat pénaliste à la Cour à Rennes. Maître Billot, vous avez fréquenté des gens célèbres, Sarkozy, en tant qu'avocat, il était avocat. Oui, lorsqu'il était chez le bâtonnier Danais. Ouais, vous l'avez connu très jeune. Je l'ai connu très jeune et j'ai eu le plaisir, lui certainement pas. Il était venu à la gare de Montparnasse avec son patron me chercher et je lui avais fait porter mes valises. Oh bah alors voyez-vous, c'est le péché mortel de ma vie. Ça, c'est quelque chose de pouvoir dire et affirmer Sarko était mon porteur de valises. Oui, d'autant que l'expression porteur de valise, elle est lourde en plus. On peut avoir une autre interprétation tout à l'heure avec le langage judiciaire de Jean-Paul Le Tancerer. Alors, il y a d'autres personnes que vous avez connues, le juge Van Rudbeck à Rennes, qu'on a reçu sur l'antenne de Radio Rennes. Et puis, Dupond-Moretti, qui est devenu, c'est un de vos confrères avec qui vous avez partagé de longs moments, qui est aujourd'hui au ministère de la Justice. C'est quelqu'un que... Comment vous avez vécu cette ascension, je ne sais pas si c'est une ascension, de voir un avocat devenir ministre? Comment vous l'avez ressenti, vous? Pas très bien ressenti. Parce que je connais Dupond-Moretti depuis longtemps. J'ai connu à Angers, où nous étions dans un procès d'assises célèbre. Nous avions en effet des clients qui étaient enchaînés. Ils se présentaient devant une cour d'assises. Alors on entendait, quand il marchait, le fer qui... Des bagnards. Comme des bagnards. Et puis de surcroît, le président de la cour d'assises avait eu la joyeuse idée de mettre, ce qui aurait été très bien contre la Covid, n'est-ce pas, derrière du plastique. Et j'avais fait un incident très intéressant pour enlever. Car l'avocat, nous ne pouvions pas communiquer avec nos clients, même s'ils étaient peu sympathiques. Mais j'en avais un sympathique. Bon. Vous savez, ils sont toujours sympathiques. Bon. Et là, Dupond-Moretti, il avait trouvé ça extraordinaire. Au lieu de me parler de la chasse à la bécasse ou le fauconnier, il me disait, mais comment faire? Et je pense avoir eu la mauvaise idée de lui donner des tuyaux pour faire annuler certaines procédures. Au demeurant, c'est un personnage sympathique. C'est un personnage... il aime le Canada. Il m'a un jour indiqué pourquoi il aimait le Canada. Et alors là, quand il aime le Canada, il aime quelque chose. Oui. On voit qui. Oui. on voit, mais comme garde des Sceaux ministre de la Justice, je pense qu'il doit être malheureux. Il ne le dira jamais. Ouais. Enfin, vous vous rendez compte, un avocat qui a ça dans le sang, on est contaminé, nous aussi, n'est-ce pas, par nos procédures dilatoires, quelquefois, vous connaissez, de ne pas pouvoir aller au secours, soi-disant de la veuve, soi-disant de l'orphelin, ou en tout cas du voyou, ça vous manque. Oui. Alors... Et Maître Billot, d'après vous, pourquoi il a accepté ce poste Un défi de son ego. Lui qui avait dit au préalable, vous n'êtes pas dans sa peau, mais qui avait dit jamais je ne ferai de politique. Et puis, Ah oui. C'est pour ça que c'est étonnant, je reste surpris. Mais comme il va nous faire des mémoires, on en saura peut-être plus. On va en savoir beaucoup plus. Et je ne veux pas dévoiler
Alors, les mémoires, on en parlera tout à l'heure avec vous deux d'ailleurs, parce qu'on imagine qu'un jour, ce serait bien de coucher tout cela sur le papier. On parlera d'écriture également avec James Elegance, puisqu'il fut libraire et que l'écriture, la littérature lui convient fort bien. Ça fait partie du mythe aussi, des flics comme des avocats. Les rapports entre flics ou voyous, et vous nous avez conté devant une table carrée il y a quelques jours, à Félix et à moi, Jean-Paul, que quelquefois les rapports avec les voyous à l'ancienne, les flics à l'ancienne, eh ben c'est comme dans les films. Oui, c'est exact. Je peux vous relater l'anecdote. Hein, Ouais. À l'époque, donc, j'étais chef de groupe de répression du banditisme à Bordeaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé la nuit, les bistrots, et donc c'est là aussi qu'on trouve notre gibier. Et donc, on se côtoyait, je dirais, flics et voyous, et rien ne nous empêchait de trinquer en disant, bon, ben, si on peut un jour te coincer, t'inquiète pas, on n'hésitera pas. Ce qui est arrivé avec un gars qui s'appelait Francis Ardani. Et comment dirais-je, il rackettait plusieurs établissements de nuit, discothèques, là, sur le secteur bordelais. Et c'est vrai qu'il faisait régner une certaine terreur auprès des tenanciers. Et un soir, donc, vers 2-3 heures du matin, il débarque dans une boîte avec quelques coups de calibre en l'air. Enfin, bon, plus il était un peu éméché. Donc, il exerce quelques violences contre le patron, la patronne. Il pique l'argent dans la caisse, il pique les bijoux, et puis il s'en va. Et donc, c'est vrai qu'on n'avait jamais de plainte, bien évidemment, contre lui. Et là, le tenancier, finalement, après réflexion, s'est dit bon, ça peut pas durer, quoi. Donc, comment dirais-je, il dépose plainte. Et une information est ouverte donc, par le parquet de Bordeaux, avec un mandat pour aller chercher notre Francis Ardani. Donc, je vais le récupérer à son domicile avec 3 autres collègues, parce que c'était un gars assez taillé. Puis bon, on ne connaissait pas trop ses réactions. Enfin bref, l'intervention se passe bien, on fait une perquisition dans la maison. Et puis, on trouve énormément de cartouches de 9 mm, 11-43, mais pas d'armes. Sa femme nous remet un pistolet là, d'alarme. Enfin, bon, rien à voir avec le pistolet automatique qui avait été utilisé dans la boîte de nuit. Et comment dire. Et donc, on l'embarque, et puis, pas de garde à vue, puisqu'il faisait l'objet d'un mandat, mais bon, un procès-verbal de perquisition. On a quand même récupéré une chaîne en or qui appartenait au tenancier de la boîte de nuit. Et là, donc, je pars le présenter au juge d'instruction. C'était l'avant-veille de Noël, donc on va vers 18-19 heures, il faisait nuit. Bon, le juge d'instruction lui notifie un mandat de dépôt et nous demande donc de le conduire à la maison d'arrêt de Gradignan. Bon, on sort de là, Francis nous dit, les gars, attendez, après-demain c'est Noël, vous n'allez pas me conduire à la maison d'arrêt comme ça sans qu'on boive un coup quand même. Je dis, bon, je me promets, tu feras pas le con. Hein. Non, c'est promis. Bon, je dis d'accord. Bon, donc, on s'éloigne quand même du palais de justice, parce qu'il va être 21h. On se dit, si le juge d'instruction passe devant le bistrot où on n'aura pas l'air très fin. Donc, on boit une tournée et 3 Ricards. C'était le Ricard à l'époque, 3 Ricards. Puis le Francis, il dit, bon, on va pas marcher sur une patte. Attends, deuxième. Je dis, bon, attends, mais on nous attend à la maison d'arrêt, comme il y a des gardiens là-bas. Moi, j'ai une deuxième. Bon, la troisième, je refuse. D'ailleurs, on l'embarque. Enfin, il n'a pas bougé. Et on le dépose à la maison d'arrêt donc, de Gradignan. Le temps se passe, et puis 2 ans après, je suis de sortie avec un de mes inspecteurs principaux préférés, là. Un soir, donc on est dans un bar de nuit, et on voit arriver Francis Ardani avec 2-3 copains. Il a arrosé sa sortie de prison. Et donc, vous êtes là? Il dit oui, bah d'accord, bon, Francis. Vous allez boire un coup? Ouais, on boit un coup, il paye sa tournée, on paye la nôtre. Et puis, bon, il commençait à être un peu chaud, et il nous dit, si vous n'êtes pas des PD, sick, je vous attends l'apéritif demain chez moi. Et alors, je dis, bon, bah écoute, a priori, on n'en est pas, donc on viendra. Donc, le lendemain, vers midi, avec mon ami Mathéou, l'inspecteur principal, on se pointe chez lui, et puis nos 3 lascars étaient là. Il n'avait pas dû se coucher de la nuit, vraiment, on voyait
Et puis, bref, Ricard. Et à un moment, Ardani m'a dit t'inquiète pas, je m'absente un moment, je reviens. Et elle revient 3 minutes plus tard avec une mallette qu'il ouvre. Et à l'intérieur, il y avait 3 armes de poing. Pistolet automatique, revolver. J'ai dit putain, tu nous fais chier, Francis. Ramasse-moi ça, de toute façon, on se barre. Et puis, fais en sorte qu'on ne revienne pas parce que là, on ne te loupera pas. Enfin bref. Puis ça se passe comme ça. Et moi, je quitte Bordeaux, je suis muté à Brest. Et quelques années plus tard, il a été condamné à perpétuité aux assises pour un double homicide commis dans les Landes, dans un pavillon de chasse, enfin qu'il avait commandité. Bon, les auteurs ont été arrêtés par la PJ de Bordeaux. Bon, j'étais rassuré. Lui était donc commanditaire, a été interpellé. Et les 2 personnes qui ont été tuées ont été avec des armes longues, carabines et fusils de chasse. Ça m'a un peu rassuré quand même. Les 3 armes de la mallette. Flic ou voyou, c'est évidemment l'illustration de cette histoire. On écoute la bande originale du film. Quelques notes de la bande originale du film Flic ou Voyou qui me donne envie de rappeler aussi d'ailleurs que votre film préféré, Jean-Paul Le Tensoraire, pour raconter des histoires de poulets, c'est justement, vous nous l'avez dit, Adieu poulet. Effectivement, bon, c'est un film que j'ai bien apprécié parce que bon, le scénario est plaisant. Bon, qui plus est, avec 2 grands acteurs, Lino Ventura et Patrick Devers. Ah oui. Et donc, les faits se passent à Rouen, et c'est une ville que je connais parfaitement pour avoir donc exercé à 3 reprises à Rouen. Mais c'est l'histoire d'un flic qui est déçu, qui s'en va un petit peu, qui a assisté à la corruption. C'est un film très noir, hein, c'est un beau film, mais... Oui, bon, en fait, bon, effectivement, le film est noir. Ce qui manque peut-être un peu là-dedans, c'est l'aspect équipe. Moi, je dis, bon, un policier connaît toujours des moments difficiles parce qu'on arrive sur des lieux où, avec des scènes de crime parfois qui n'ont rien de plaisante, des interpellations difficiles où, bon, on a des peurs maîtrisées mais qu'on vit ensemble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'équipe, chez nous, c'est capital. Et donc, le meilleur moyen, à mon avis, en ce qui me concernait, c'était quand après gérer des faits un peu compliqués ou difficiles, on allait boire un coup, on faisait une bouffe derrière, et là, chacun parle de la parole. Moi, j'ai constaté que, bon, les cellules psychologiques, c'est bien, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais que des gens qui ont vécu des moments difficiles entre eux préfèrent en parler entre eux. Alors maintenant, si chacun est libre, et éventuellement, par la suite, d'aller voir un psy, hein, ça, moi, mais le psychologue est un élément parfois, extérieur, il n'a pas vécu les faits, et donc, bon, je dirais les gens ne se confient peut-être pas de la même façon. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais eu à consulter un psychologue, Dieu m'en préserve. Le bistrot est là pour ça. Voilà, mais je me souviens... voilà. Alors, comme disait Honoré de Balzac, le comptoir d'un café et le Parlement du peuple. Ah oui, exactement. Très belle. Je rappelle, Jean-Paul Le Tensoraire, que vous êtes ancien directeur interrégional de la police judiciaire. Et puisque nous sommes dans les anecdotes croustillantes, succulentes, avec cette bande originale de Flic ou Voyou qu'on vient d'entendre, je voudrais très rapidement que vous nous emmeniez dans ce café, dans ce bar à entraîneuse, bar à bouchons sur les bords de la Garonne, c'est à Bordeaux, où les filles... Vous faites un contrôle et la mère Macrel, appelons la dame, la patronne de cet établissement, vous dit mais il ne se passe rien. Oui. Vous vous racontez ? Oui, rapidement. Oui, à l'époque, sur mon premier séjour bordelais, dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'établissements qu'on pourrait qualifier de bobinards, de claques, où effectivement exerçaient donc des péripatéticiennes. Et donc... un de ces bars avait fait l'objet d'une fermeture parce que justement pour proxénétisme hôtelier, puisque les passes passaient à l'étage ou dans une arrière-salle du bistrot.
Et un soir, je ne sais pas, vers 22h, 23h, je patrouillais, entre guillemets, avec un camarade policier, et on passe devant cet établissement, on voit de la lumière. Donc c'était une vieille Corse ou une dame qui devait avoir dans les 75 balais, moi j'en avais 30, donc oui, je pouvais dire qu'elle était âgée. Et donc on s'arrête, on frappe à la porte, et puis elle dit « Ah, c'est vous mes petits ?» « Bah oui, mais comment ça se fait? Il y a de la lumière ici, vous êtes fermés. » Il dit « Mais non, mais vous pouvez rentrer, je vous invite à boire un verre, entrez donc. » Alors effectivement, on rentre, et on voit les 3 filles qui exerçaient dans le bar, qui œuvraient sur des machines à coudre. En fait, la tenancière était une ancienne couturière. Elle dit, moi, je ne vais pas entretenir des filles à ne rien faire pendant la fermeture. Donc, j'ai formé à la couture. Et vous avez bu votre verre. Et on a bu notre verre, et on est reparti. Bonsoir, mesdames. Et bon courage. C'est une histoire extrêmement morale. Alors, rapidement, et on va parler un petit peu de littérature après également avec notre invité au micro et à la guitare. J'imagine qu'il vous vient parfois l'idée de mettre tout ça noir sur blanc, Maître Biot. C'est pour quand les mémoires? Attention Jean-Paul, la question est pour vous après. Eh bien, pour quand j'aurai terminé de plaider, Oui. Mais alors là, ça va être bientôt, parce que il y a des histoires assez extraordinaires lors d'une perquisition. Nous sommes dans le fameux procès des fausses factures du Parti communiste et du Parti socialiste. L'affaire est dirigée à Rennes par M. Van Ruymbeck, qui dit « Vous allez avoir une passation de pouvoir. » Très court, Philippe. Une passation On arrive de à la pouvoir fin. et aller très vite faire une perquisition chez M. Michel Rett. Ce dernier est prévenu. Comment faire pour faire disparaître le fameux cahier où tous les noms des hommes politiques y avaient touché? Eh bien, Michel Rett avait son petit dans son landau. Il va le mettre, le grand carnet sous le landau, piquer un peu le petit, qui va pleurer et vendre une bec de colère. Allez, qu'on dégage. Et voilà. le temps de passe-passe. Bon, ça on l'attend évidemment noir sur blanc un de ces jours. Jean-Paul Le Tensoraire également, ça vous titille pas un petit peu parce que vous aimez bien les polars en plus. Alors, à l'instigation de quelques mauvais camarades à qui je raconte de temps en temps des anecdotes comme celle qu'on vient d'évoquer, c'est vrai que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé, il y a 2 ans, je me suis arrêté, presque 1 an, et puis, là, j'ai repris. Et, je pense que d'ici quelques mois, ça devrait pouvoir sortir. Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Alors, Jean-Paul Le Tensoraire, est-ce que vous connaissez un ancien flic de la PJ qui a pas mal baroudé à travers le monde aussi, qui est installé, lui, dans le sud Finistère, qui s'appelle Pierre Poucheret? Oui, tout à fait. Il est aussi auteur de polar désormais. Absolument, et il a une grande admiration pour le contrôleur général, à tel point qu'il a vraiment tenu à vous offrir et à vous dédicacer ces 2 derniers ouvrages aux éditions du Palémon, Du sang sur le quai et Le pont du diable. C'est pour vous. Et vous lirez la dédicace que j'ai eu le plaisir de lire avant vous. Il vous tire son chapeau en quelque sorte. Je vous remercie beaucoup. Puis j'y suis très sensible. Je lui adresserai un petit mot pour le remercier. Et bravo aux éditions Palémon, d'ailleurs. Philippe, Maître Biot, j'ai pour vous un livre aussi. Il faut bien un lot de consolation quand même. Et comme vous avez bien connu les curés et les jésuites, ce sont des histoires de curés dont je connais particulièrement bien l'auteur. J'ai également un livre. Si vous permettez, l'auteur américaine. est à ma droite. Il s'appelle Ronan Manœuvre. Donc, Voilà. J'ai également un livre pour James Elegans, à qui on va demander de retrouver sa guitare et son micro. Et comme il aime la littérature américaine, eh bien j'ai l'exploitation de Jane Smiley pour lui. Mais là, il n'y a pas de dédicace. J'ai pas eu le temps de faire l'aller-retour. Mais on va se quitter dans un instant, Félix. ouais, très rapidement, Jean-Paul Le Tensoraire. Le fait d'avoir raccroché, c'est fini, terminé. On voit le film, on met le pétard dans le... je ne sais pas si le terme est exact, dans le bureau. On s'en va, on prend son blouson. Ça a été dur pour vous? Un petit peu, oui.
Oui. Pourtant, j'ai quitté le service, je dirais, après prolongation de l'activité. Hein. Je suis parti à 62 ans. C'est moi qui ai demandé. Hein, j'aurais pu poursuivre encore quelques années, mais bon, c'est vrai que on gère moins bien son sommeil, les coups de fil. Même si vous n'êtes plus sur le terrain, vous êtes appelé la nuit, vous êtes. Moi, tous les week-ends, je passais voir. Donc, il y a un moment où on est un peu usé. Et puis, je pensais m'être préparé psychologiquement, mais j'ai eu le tort de partir en hiver, parce que les 2 premiers mois, j'ai pris ça comme des vacances. Et puis après, un matin, je me suis réveillé en me disant, qu'est-ce que tu vas foutre aujourd'hui ? Mais après, il m'a fallu quelques mois quand même pour trouver un rythme. Et bon, ça y est, il est trouvé depuis un moment. Mais surtout, ce qui est important, ce sont les relations sociales et les bistrots. Eh ben oui, on est d'accord. Vous êtes né, on le rappelle, dans un bistrot. Absolument. Philippe, maître Billot, vous n'avez pas envie de raccrocher, vous, à aucun moment ? Non. De temps en temps, Pour ça vous vient ? l'instant, Non, ça vous vient pas. Non, je sais bien. Quand je ne plaiderai plus. Ouais. Bien. Ouais. Non, pour l'instant, non, mais ça va venir, j'y pense. Bon, Mais vous n'aimez pas y penser. Non. Voilà. bon. Je pense qu'on fera un grand repas ici pour fêter ça. En invitant tous les gens qui nous en causent avec plaisir, comme ça, de ces mondes de la justice et de la police. Et on trouve aussi, avec Gabriel Aubert, avec Félix, que c'était bien de consacrer une émission sur les 40 ans, les 40 dernières années à Rennes, de la radio libre, de Radio Rennes, mais aussi de faire un point sur cette justice et cette police qu'on aime beaucoup dans certains médias critiqués, dans certains médias et dans certains journaux, des journaux de moins en moins lus d'ailleurs, signalons-le en passant. Mais nous, on est assez contents de tirer un coup de chapeau et à la police et à la justice. Et tirer un coup de chapeau à un libraire aussi, même s'il a laissé tomber la librairie pour la guitare. Et que j'ai pas pris mon chapeau. C'est important d'être nourri de littérature américaine, mais pas forcément d'ailleurs, mais je ne sais pas, pour travailler sur l'écriture, James. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que moi, je lis énormément de littérature française, évidemment de littérature américaine, mais j'écris tout en anglais, parce que ma culture musicale est anglo-saxonne. J'ai pas une culture musicale francophone. Donc, je n'écris pas en français, je traduis, j'écris directement en anglais. Par contre, oui, j'ai plutôt des coups de cœur français. Et les coups de cœur dans la littérature, alors française, enfin francophone ou française, et américaine, c'est qui par exemple ? Vous avez des auteurs de référence comme ça ? Il y a vraiment un auteur, là sur la littérature américaine, je suis un fan total de Philip Roth. Ah oui, bah oui, voilà, bien sûr. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a nourri. Je pense que on peut pas lire, il n'y a pas un auteur qui rentre à ce point-là dans la tête et la psychologie de ses personnages. Il a vraiment un cran au-dessus. Et après, sur la littérature française, plus ça va, plus je vieillis. Je pense qu'un livre sur 2, c'est Simenon. Simenon et Saint-Antonio. Voilà, et je pense que Saint-Antonio, dans 400 ans, on le lira encore. Pour 2 raisons différentes. Saint-Antonio, c'est la gouaille, le plaisir. Et puis Simenon, c'est beaucoup plus profond. C'est très surprenant, parce que Simenon a écrit des grands romans, je trouve, sur la France, alors qu'il vivait aux États-Unis. Il avait quitté la France pendant près de 15 ans. Et il écrit des choses d'une acuité phénoménale sur un moment, sur une période, alors qu'il n'est pas là. Simenon, vous l'avez lu d'un mot, Jean-Paul. Simenon, ça fait partie des polars, Maigret. Moi, je vénère absolument Simenon aussi, c'est exceptionnel. Merci beaucoup à tous les deux. On vous dit au revoir dans un instant. James, qu'est-ce que vous nous chantez cette fois ? Alors, c'est une de mes dernières chansons que j'ai écrite pour l'enregistrement à Rochebrune. Et ça s'appelle The Idiot. Eh bien, c'est quand vous voulez. Laying down by the river, staring at the stars above. The night is cold for the season, but I can't go back home.
If the sun would rise again, I promise to make you a queen. You know what I mean, won't be the idiot. Nobody ever loved me like you did before the war. Could not take my eyes off yours, lonely birds on the wire. On my knees I must confess, I got you under my skin. You know what I mean, won't be the idiot. Let the past be the past. See the years fly by so fast. Let the past be the past. See the years fly by so fast. It's all left on the table on the 32nd floor. Love letters in the ashtray, picture from the wedding song. When I hear your body speaks, I'm a slave to my sins. You know what it means, won't be the idiot. Let the past be the past. See the years fly by so fast. Let the past be the past. See the years fly by so fast. Laying down by the river, staring at the stars above. James Elegance sur Radio Rennes, dans Pluriel, l'émission historique de ses 40 ans. Merci beaucoup James, on vous retrouve très bientôt sur nos antennes Radio Rennes et Radio Évasion pour parler de cet album et de cette balade à Rochebrune. Comment leur dire merci à ces deux compères, Maître Billot, Monsieur le Tensorère? Il n'y a qu'un seul problème, c'est que le temps passe trop vite avec ses compteurs, avec ses
ces gens passionnés par leur vie d'avocat et de grand flic. C'est vrai qu'on en redemande, et pourquoi pas à l'avenir. Oui, on va demander à Gabriel Aubert s'il nous est autorise. d'accord de les prendre comme chroniqueurs. Voilà. Chroniqueurs police-justice, ça ferait classe quand même. Ouais, Jean-Paul ça Le serait pas Tensorer, mal. Philippe Billot. Ça serait pas mal. Pourquoi pas? Mais là, on part sur un contrat de 10 ans, parce que vous avez tellement de choses à dire. Pas de problème. Bon, bah, c'est avec plaisir. On va demander l'accord à la plus haute direction de Radio Rennes, et on vous enverra un petit courrier. Merci en Avec tout plaisir. cas beaucoup d'avoir été avec nous, merci, Philippe Valérie. Billot. Un bon moment. Jean-Paul on Le vous remercie, Tensorer. on félicite Radio Rennes et bon anniversaire. On a dû vous le dire, c'est merveilleux Ouais. ce Bah ouais, que vous faites. on va fêter ça le Bravo, mois bravo à prochain. Radio Rennes. Avec Gabriel Aubert qui sera l'invité de Pluriel. D'ailleurs, on entendra Gabriel Aubert parler en direct pendant 2 émissions. On a du mal à le décider un petit peu, mais il y Il aura le un fera. gâteau d'anniversaire, il y aura un très grand gâteau d'anniversaire avec de la crème. des filles presque nues dedans. Avec des filles, non, là. non, Attention, non, on attention. n'a rien dit, attention. Attention, la justice est encore là. Alors faites très attention. On reste au bistrot, on y est bien, n'est-ce pas? Absolument. Jean-Paul, Philippe, Absolument. Félix, merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui, mais restez sur Radio Rennes, bien sûr, parce qu'on y est, vous l'avez remarqué, de mieux en mieux.